Tu penses que je vais réussir à tenir combien de temps sans parler de livres? Parce que je crois qu'il m'en reste encore 6 ou 7 à lire de... Donc du coup, il va falloir que je meuble. Je pensais faire un top, mais en même temps, je me dis, c'est débile de faire un top, parce que en gros... Tu m'écoutes? Donc je te disais, je pourrais faire un top, mais... Mais un top de quoi? Je croyais que tu allais parler de... Je sais pas, tu vas pas... Mais non, mais parce qu'en gros, là, pendant, je pense, encore un mois ou un truc comme ça, je vais pas pouvoir parler de nouveaux livres, tu vois. Ah oui. Donc comment je meuble ma chaîne? Est-ce que je vais faire une pause au bout d'un moment ou un truc comme ça? Et c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui font des tops, mais moi je trouve ça débile de faire un top parce qu'il suffit d'aller sur ma page Wikipédia, non, je n'ai pas encore de page Wikipédia, ma page Babelio, et de voir les livres les mieux notés, et tu vois à peu près mon top, tu vois. Donc, Mais tu verras, tu auras d'autres idées. Là, t'as une oui, idée. oui, là j'ai une idée, mais est-ce que j'en aurai? Mais oui, tu es plein d'idées. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la responsabilité des youtubeurs, ou de la non-responsabilité. C'est un sujet auquel j'ai pensé ce matin, parce que, en fait, il m'arrive, peut-être de plus en plus régulièrement, d'avoir des commentaires ou d'avoir des messages privés, des MP, où on me dit « Ah ouais, t'as trop raison sur tel auteur, ouais, je lirai plus jamais, ah ouais, emoji vomi » ou ce genre de truc, « Ah, c'est à gerber, ah, c'est à vomir » ou ce genre de truc. Et à chaque fois, en plus je crois que c'est quelque chose que je dis souvent dans mes réponses, je me sens mal à l'aise avec ça. Je me sens mal à l'aise avec l'idée d'empêcher les gens de lire un auteur en particulier, de le découvrir ou de creuser. En fait, ça me dérange d'avoir l'impression d'être un frein à l'autonomie ou l'indépendance de critique quoi, des spectateurs. Et donc, j'y ai réfléchi et je me suis dit ça pouvait être un sujet assez intéressant à creuser, parce que, en fait, quand on y pense, j'ai pas vraiment de légitimité, ou en tout cas, c'est assez étrange de se dire qu'on puisse avoir un impact en termes de prescription sur les gens, sans avoir donné vraiment des gages, à part ses propres critiques. Donc je me demande d'où ça vient, comment ça se fait que se filmer comme ça dans sa chambre me donne un certain crédit, me donne une certaine... donne à l'impression aux gens que ce que je dis est prescriptif, que ce que je dis est à prendre pour argent comptant, et voilà quoi. Alors au début je me suis dit c'est peut-être le fait de se filmer. En fait, quelle est la différence entre moi là qui vous parle en caméra et moi qui en parle avec des amis ou avec de la famille? C'est le fait qu'il y a un objet entre moi et vous qui est la caméra et l'ordinateur. Le fait de se voir à travers un écran. Peut-être, c'est une piste que je me suis dit, peut-être qu'on a tellement l'habitude de regarder les prescriptions à la télévision, déjà, que passer par un écran donne forcément du crédit. Pendant un moment, par exemple, exemple con, je regardais par exemple Quotidien, et les recommandations de la chroniqueuse culture, j'y accordais plutôt du crédit parce qu'elle avait l'air vraiment... alors que, j'ai mis du temps à comprendre que souvent c'était des démarches promotionnelles, des partenariats entre les maisons et les chroniqueurs, etc. en question, et que parfois il s'avérait même que certains livres ne sont pas forcément lus par les gens qui en parlent. Mais bon, bref, mettons ça à part. Le fait qu'elle donnait quand même envie de lire me faisait mettre sur pause mon esprit critique. Et c'est après avoir lu moi-même certains livres dans lesquels, qui avaient l'air vraiment d'être des chefs-d'œuvre, sous ses conseils avaient vraiment l'air d'être des chefs-d'œuvre, et qui n'en étaient pas, que je me suis dit, prends un peu de distance avec ça. Et c'est peut-être pour ça, après, de là qu'est venue une certaine méfiance pour tout ce qui est manière de parler de la littérature à la télévision. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que quand on les entend, ces gens-là, on a l'impression que ce qu'ils disent est intelligent parce que, justement, l'écran donne une aura, en fait, de sachant, un peu. Et donc, dans mon cas précis, de youtubeur, c'est vrai que c'est peut-être moins palpable que si je passais à la télévision, parce que, en gros, c'est vrai que les gens qui passent à la télévision, que ce soit Lilia Hassen ou ce genre de personnes, les gens vont souvent dire oui, mais elle a mérité sa place, c'est parce qu'elle a fait telles études, c'est parce que c'est quelqu'un de brillant, etc. quoi. Et même si nous, on n'y accorde pas vraiment de crédit à cette idée-là, ça peut-être, ça s'immisce dans notre cerveau sans qu'on en ait conscience ou sans qu'on soit vraiment, sans que ce soit volontaire. Donc ce que je dis, c'est peut-être que c'est l'écran qui fait ça, même si je suis pas totalement sûre. Donc je me demande, est-ce que c'est moi, ma manière de parler? Et ça, c'est difficile à dire. Parce que, en fait, je me vois, et quand je me vois, je sais pas si j'ai assez de recul avec ma propre image. Il y a des signes d'autorité sur YouTube.
Et certains signes d'autorité, enfin on voit dans les commentaires, donnent vraiment le change, quoi. On a l'impression que certains signes, une certaine façon de parler, un certain décor aussi. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu... Enfin, parfois on me demande pourquoi tu fais tes vidéos sur ton lit. J'ai jamais voulu les faire devant ma bibliothèque, parce que pour moi c'est un signe d'autorité, et en plus, plutôt ridicule quand on voit le genre de personnes qui font ça, quoi. Je pense à Stéphane Edouard, Victor Ferry ou ce genre-là. Donc, difficile en fait de voir moi-même si je parle d'une certaine manière qui semble pontifiante ou ce genre de truc, ou qui aurait un côté professoral ou ce genre de choses, quoi. Ce que je peux dire, c'est que la position d'autorité, si elle est remise en question pour X ou Y raison par rapport à un youtubeur, devient rapidement ridicule. Par exemple, écoutez Stéphane Edouard, c'est assez rigolo parce qu'il met tellement d'autorité, il met tellement de... Il brasse du vent, on va dire, avec beaucoup de conneries, quoi, qui lui passent par la tête, mais il le fait avec un tel aplomb que ça en devient assez amusant, quoi. Mais ce qui est inquiétant, c'est de voir les commentaires et de voir que justement des gens accordent du crédit à ce qu'ils racontent. Donc je me dis, est-ce que c'est la manière dont je parle ou une certaine... Je sais pas si ce serait confiance ou un aplomb ou un truc comme ça qui fait que des gens justement accordent du crédit à ce que je dis. En tout cas, c'est quelque chose à quoi je réfléchis aussi. Et en tout cas, tout ça pour dire que ça me met mal à l'aise, de la même manière que, je sais pas, il y a quelques années, quand j'avais fait ma vidéo sur Belle du Seigneur, je crois qu'il y avait des gens en commentaire qui n'avaient pas été très sympas avec la personne que je critiquais, et on m'avait engueulé parce que je modérais pas assez les commentaires. Donc je me disais à cette époque-là que, je suis pas payée par YouTube pour faire la sous-traitance, quoi, donc je vois pas pourquoi ce serait à moi de modérer, et on m'a dit qu'en gros j'étais irresponsable, quoi, que c'était pas bien de ne pas prendre en charge les opinions, on va dire, de mes spectateurs. Sauf que je trouve que c'est aberrant comme idée. En fait, la raison de cette vidéo, c'est que je crois que je prends tellement peu en charge déjà mes propres opinions, je me sens irresponsable de mes opinions, alors comment je pourrais être responsable des vôtres, quoi. J'ai pensé à ça parce que je me suis aperçue, prenons par exemple l'exemple de la semaine dernière de Leïla Slimani. Leïla Slimani, je vais vous en parler de telle manière sur ma chaîne, mais si je rencontre une personne qui aime bien Leïla Slimani, je pense que j'en parlerai plutôt positivement, et qu'en plus, au moment où je le dirai, ces choses-là, je pense que j'y croirai. Et si, par contre, je tombe sur une personne qui déteste Leïla Slimani, je pense que j'aurai plein de critiques à faire, et pareil. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a mes opinions sur des livres ou sur des auteurs sont très changeantes, ne sont pas gravées dans le marbre, dépendent du contexte, dépendent aussi du temps, depuis combien de temps j'ai lu cet auteur pour avoir une idée très précise, qu'est-ce qui me reste finalement d'un auteur quand j'ai fini de le lire, déjà au moment où je referme la page, pas grand-chose, des mois ou des années plus tard, encore moins. Donc il y a plein de raisons extra-littéraires qui me forgent finalement mon opinion sur des auteurs. Je prends un autre exemple, par exemple Knausgaard, que je dis tout le temps que c'est génial, qu'il faut le lire, etc. Cet été, j'avais relu un de ses livres, et je n'avais pas retrouvé exactement ce que j'avais trouvé quelques années plus tôt quand je l'ai découvert. Je trouvais que certains dialogues sonnaient plutôt faux, je trouvais qu'au niveau du style, c'était finalement un peu simple, et je crois que si je m'attache toujours à dire oui mais Knausgaard c'est vraiment génial et tout, c'est parce que j'ai tellement aimé ce bain dans lequel je m'étais mis à lire ces 6 livres, que ça m'avait pris 2 mois ou quelque chose comme ça, où je faisais que lire, je me levais, je lisais Knausgaard, je me couchais, je lisais Knausgaard, je respirais Knausgaard, etc., que une certaine, aussi peut-être par rapport à des faits biographiques qui faisaient que je me sentais proche de lui, bref, quelque chose d'affectif presque, plus que de rationnel. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne en compte ça et qu'on se dise, finalement, qu'est-ce que moi je cherche quand je fais ces chroniques, et peut-être plus vous encore, qu'est-ce que vous cherchez quand vous cliquez dessus, quoi. Il faut que vous preniez un peu de recul, je pense, avec ce que je raconte. Tout ça aussi pour dire, parce que je me suis aussi aperçue de quelque chose, pas que en tant que youtubeuse, mais aussi en tant que spectatrice. Souvent, quand je regarde un film, je vais lire ou regarder les critiques, plutôt négatives en plus, je sais pas pourquoi, mais même quand c'est un film ou un livre que j'ai apprécié, j'aime bien lire les trucs négatifs. Et il arrive parfois, quand je lis une bonne critique, que je devienne, enfin qu'elle me convainque, je sais plus, d'être convaincue de... ça me fait changer mon avis sur le film. C'est-à-dire que mon expérience artistique, mon expérience esthétique au moment où je suis devant le film, va changer par le discours qu'il y a sur l'œuvre d'art après. Ce qui fait en fait que, à la fin, je sais plus vraiment
quoi croire. Est-ce que je dois prendre en compte justement mon expérience sensible qui se passe finalement peut-être de ma réflexion, de ma raison, de ma rationalité, ou justement la réflexion qui se fait après, qui se construit en prenant un peu, en picorant un peu ici, un peu là, etc. Je pense par exemple au film The Substance, qui est sorti récemment. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé bien, et c'est à force de regarder des critiques qui ont réussi à mettre des mots sur quelque chose que je conscientisais peut-être pas assez, que ça m'a remis... Enfin, que j'y repense avec plus de méfiance ou de circonspection qu'au moment où j'étais dans mon siège, quoi, sur mon canapé. Qui croire, quoi? Est-ce que c'est celle qui est sur le canapé à ce moment-là qui prend un certain plaisir, ou est-ce que c'est celle qui, après, à froid, réfléchit et se dit oui, non, mais c'est vrai que là, oui, peut-être que c'est un peu trop tissé de références et de références et de références, peut-être que ça prend trop à tel cinéaste et à tel cinéaste, est-ce que ça réinvente la poudre, est-ce que vraiment c'est singulier comme cinéma, et gna. Et je sais pas, je saurais pas répondre, je sais pas, en fait, si on a une qui boude le plaisir et qui salit le plaisir de la première, ou est-ce que c'est la première qui est comme un enfant, qui a peut-être pas encore qui a besoin d'une certaine maturité de quelques jours pour réfléchir à froid. Je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait être un mélange des deux, c'est-à-dire que malgré ça, je continue à éprouver une certaine sympathie pour ce film. Et donc c'est ça, quoi. Tout ça pour dire, donc la conclusion, c'est comment savoir, quoi. Comment savoir à quoi servent les critiques, à quoi servent des critiques en plus amatrices. Est-ce que ça vous aide à mieux savoir ce que vous-même vous pensez? Est-ce que ça vous aide, sinon même quand vous n'avez pas lu le livre, à vous donner envie ou à vous empêcher de lire tel livre? Moi j'aime bien l'idée de donner envie, mais j'aime pas l'idée d'empêcher des gens de lire tel livre et de se faire leur propre opinion. D'ailleurs, je crois que ma conclusion au tout début de cette chaîne, c'était un truc genre « aiguisez votre esprit critique ». C'était nul, il n'y avait aucun rythme dans la phrase et tout, et c'était juste malaisant. Mais quand même, je continue de croire, ayez un esprit critique, même envers ce que moi-même je dis. Parfois, quand je parle de tel auteur ou de tel livre et tout, j'ai des critiques longues qui m'expliquent, enfin, qui sont pas forcément d'accord avec ce que je raconte dans mes vidéos. J'y réponds pas toujours par manque de temps, mais jamais je les efface, parce que justement, je trouve que c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue qui se répondent, qui rebondissent les uns sur les autres, et voilà, quoi. Je me sens irresponsable, en fait. Je sais que c'est pas bien, mais je me sens irresponsable de ce que je fais en tant que youtubeuse, de influencer ou de pas influencer. En fait, ça m'énerve l'idée que je puisse influencer vraiment les choix des gens sur la littérature, parce que c'était pas mon but, quoi. Genre, quand je me filme, c'est parce que je trouve que ça pourrait être éventuellement intéressant, mais c'est jamais en me disant oh, tiens, ce livre j'ai vraiment détesté, j'ai envie de le défoncer, personne le lira, ce sera génial, etc. Je préfère au contraire qu'on le lise pour en discuter, et même pour rire, enfin... Donc, et je réfléchissais à cette notion de responsabilité, quoi, en me demandant est-ce que c'est une marque d'immaturité, et je sais pas trop s'il faut répondre. Je sais même pas trop si c'est négatif, finalement, si c'est une marque d'immaturité. Parce que se sentir irresponsable, il y a un côté libre aussi, et de se sentir affranchi un peu, et indépendant aussi. De soi-même aussi. Enfin, ce que je dis à la fois pour l'écriture, je le dis aussi en fait en termes de critique. Toujours se méfier de soi et de ce qu'on croit être des convictions, et qui finalement naissent vraiment de plein de petits trucs qui ont parfois aucun rapport avec ce qu'on pense vraiment d'un livre, quoi. Parfois ça peut être de la mauvaise humeur, ou ça peut être un auteur qui ne nous revient pas, et on va forcément le lire avec beaucoup plus de... on va tenir rigueur à l'auteur de beaucoup plus de défauts qu'avec un autre qu'on trouve sympathique, même parfois... même pas rien que par rapport à sa tronche, ou ça peut être aussi parce qu'on l'a entendu parler de tel sujet, et que donc c'est quelque chose avec quoi j'essaie quand même de me battre, parce que des auteurs, par exemple, je sais pas, c'est pas une romancière, mais je pense à Mona Chollet, c'est une personne donc, de qui je devrais me sentir proche politiquement, et pourtant, quand je l'ai lu, j'ai beaucoup remis en question. Donc, je pense que vous aussi, il faut que vous écoutiez. Ouais, je sais pas si c'est des intuitions, des pensées, des trucs comme ça, des petits warnings qui clignotent à certains moments quand vous avez l'impression que je dis une énormité, parce que ça m'arrive aussi. Et voilà, quoi. T'en penses quoi? Tu entends, toi, tout ce que je raconte, là? C'est nul, parce que tout à l'heure, tu vois, quand je t'en parlais, c'était vachement clair, limpide et tout, c'était vachement bien, j'avais beaucoup de charisme. Et là, quand je suis en train de me filmer, c'est juste nul, quoi. Ouais, je trouve que ça fait un peu, tu vois, ouin ouin...
j'ai pas envie d'assumer ce que je pense, parce qu'en fait, je sais même pas si c'est ce que je pense. Et donnez-moi des idées de vidéos, parce que là, je sèche un peu. En ce moment, je lis un auteur, donc... Je lis tous ses livres, donc j'ai pas trop le temps de lire autre chose. Donc... Là, je te parle pas à toi, hein. Ah, ok. Donc, proposez-moi des trucs comme ça, des sujets. Est-ce que je fais un top ou pas voilà. Bon. Je vous remercie de m'avoir regardé. Rien que ce truc-là, justement, ça, je sais pas si c'est pas un truc de gourou, de justement dire tout le temps de la même manière bonjour et au revoir. Et qu'à la fin, on le dit en tant que youtubeur sans même y penser, ça devient un automatisme. Et je me demande si ça emprunte pas justement au truc télévisuel pour pactiser avec le spectateur, pour lui donner un petit truc, un petit gimmick auquel il se raccroche et qui fait une sorte de connivence. Et je sais pas s'il faudrait pas s'en méfier aussi. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Voilà.